toutes les planètes du système solaire s'alignent lentement. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Neptune sont sur le point de former une ligne droite. Cet événement qu'on appelle une parade de planètes se produit une fois tous les 176 ans. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a près de 40 ans. C'était une chance unique d'explorer toutes ces planètes d'un coup. Le 20 août 1977, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le centre spatial Kennedy de la NASA pour assister au lancement de la mission spatiale la plus lointaine et ambitieuse de l'histoire. 5, 4, 3, 2, 1, allumage. La fusée Titan a décollé de la Terre et quitté l'atmosphère. Une fois dans l'espace, elle a lancé la sonde Voyager 2, qui a commencé son voyage. Cette sonde mesurait environ 50 cm de haut pour 1,80 m de long et était équipée d'une antenne parabolique de 3,70 m de diamètre. La plupart des équipements scientifiques étaient montés sur une perche qui s'étendait à 2,50 m vers l'extérieur. Le 5 septembre 1977, Voyager 1, une sonde identique, a quitté notre planète. Elle nous a envoyé des photos de la Terre et de la Lune. Elle a rapidement dépassé Voyager 2, lancée 2 semaines plus tôt. C'est pourquoi la deuxième sonde portait le numéro 1. Et c'est ainsi qu'a commencé son voyage dans le néant. Le 5 mars 1979, à environ 4 fois la distance entre la Terre et le Soleil, Voyager 1 s'est approchée de Jupiter, prête à l'analyser à l'aide d'une douzaine de gadgets, dont un système de caméras comprenant différents objectifs. Elle pouvait ainsi prendre des photos de la planète avec la caméra grand angle ainsi que des gros plans de certains endroits spécifiques de la géante gazeuse et de ses satellites. La sonde disposait également d'un équipement capable de déterminer la composition atmosphérique, le poids et les champs gravitationnels des planètes qu'elle rencontrait. Des spectromètres à infrarouge et ultraviolet pouvaient mesurer les radiations et températures invisibles à l'œil humain. Divers capteurs analysaient les rayons cosmiques. Voyager 1 a ainsi découvert des volcans en dehors de la Terre. Il se trouvait sur le satellite de Jupiter, Io, qui possède des dizaines de volcans actifs, crachant constamment de la lave. Puis la sonde a pointé ses caméras sur la grande tache rouge. On a ainsi appris qu'il s'agissait d'une tempête géante ressemblant à un cyclone qui ne s'est jamais arrêté depuis le début des observations de Jupiter. C'est aussi la première fois que des éclairs étaient détectés en dehors de notre planète. Voyager 1 a aussi remarqué que Io agissait comme un générateur électrique pour Jupiter. Des ions, qui sont des particules chargées, volaient constamment vers la géante gazeuse, formant un courant électrique de 5 millions d'ampères. Voyager 1 continua ensuite son voyage. 5 mois plus tard, Voyager 2 s'est aussi approché de Jupiter. Cette planète a des anneaux autour d'elle, mais différents de ceux de Saturne. Quand les satellites rocheux de Jupiter sont entrés en collision, ils ont formé de petits débris qui se sont progressivement transformés en fine poussière. Puis Voyager 2 s'est approché d'Europe. Cette lune est recouverte d'une croûte de glace protégeant un océan liquide qui pourrait héberger la vie. Voyager 2 a été la première à photographier les fissures dans cette croûte de glace. En volant près de Io, Voyager 2 a découvert que 6 volcans de sa surface étaient encore en éruption. Cela signifie que les périodes d'activité de ces volcans pouvaient durer plusieurs mois. Les 2 sondes spatiales ont fait plusieurs fois le tour de Jupiter, puis elles se sont enfoncées plus loin dans l'espace. Une telle manœuvre gravitationnelle leur permettait de gagner en vitesse et d'économiser du carburant. Le 9 novembre 1980, Voyager 1 avait déjà parcouru 8 fois la distance Terre-Soleil. Elle arriva vers Saturne et découvrit 3 nouveaux satellites de la géante gazeuse, Atlas, Prométhée et Pandore. Cela prouva la théorie selon laquelle ces satellites étaient des lunes maintenant les anneaux de Saturne alignés. Il s'est aussi avéré que, contrairement à Jupiter, ces anneaux contenaient aussi de la glace. Voyager 1 a observé Titan, le plus grand satellite de Saturne. Il est 50% plus grand que notre Lune et a même une atmosphère. C'est le seul endroit du système solaire, à part la Terre, où la présence d'eau liquide ait été prouvée. C'est pourquoi les scientifiques ne nient pas la possibilité de vie là-bas. Voyager 1 a ensuite quitté l'orbite de Saturne, mais en prenant cette fois de la hauteur par rapport à l'alignement des planètes. Presque un an plus tard, Voyager 2 est arrivé et a survolé plusieurs satellites glacés de Saturne. On pense qu'il y a longtemps, ces lunes sont entrées en collision et ont projeté d'énormes morceaux de glace et de roches dans l'espace.
En orbitant autour de Saturne, ces débris se sont lentement transformés en poussière composée de glace et de roches, donnant ainsi naissance au fameux anneau de Saturne. Voyager 2 est ensuite parti vers sa prochaine cible, située à 17 fois la distance Terre-Soleil, où elle arriva 5 ans plus tard. Pour la toute première fois, un objet fabriqué par l'homme s'approcha d'Uranus. Voyager 2 y a découvert 11 nouvelles lunes. Elle a aussi découvert qu'Uranus était la planète la plus froide du système solaire. Sa température est de moins 213 degrés Celsius. C'est 4 fois plus froid que la température du pôle Sud. À ce moment, la Deep Space Network était testée pour la première fois sur Terre. Il s'agit d'un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète qui vise certains points du ciel pour établir une communication avec des objets extrêmement éloignés. Ces télescopes ont reçu avec succès les signaux de Voyager 1 et Voyager 2. Le 25 août 1989, Voyager 2 avait déjà parcouru 23 fois la distance Terre-Soleil pour arriver à Neptune. C'était la première fois que l'on recevait des images de cette planète bleue d'aussi près. La sonde y a découvert 6 nouvelles lunes et a également pris les premières photos des anneaux de Neptune. Les ingénieurs ont ensuite coupé les caméras de la sonde afin d'économiser de l'énergie pour son ordinateur principal et les instruments mesurant les vents solaires et interstellaires. Voyager 2 a ensuite quitté Neptune pour se diriger vers l'espace lointain, là où elle n'avait plus besoin de caméras. Quelques mois plus tard, Voyager 1 a envoyé sa dernière photo à la Terre. C'est un portrait de famille de notre système solaire tout entier. Chaque point pâle montre une planète. On reconnaît à peine la Terre. Sa caméra a ensuite été coupée pour économiser de l'énergie. C'était le début de la mission interstellaire de Voyager 1. Pendant 15 ans, la sonde a volé aux confins du système solaire. Le 16 décembre 2004, elle a traversé le choc terminal. C'est là que le vent solaire ralentit soudainement et se réchauffe après être entré en collision avec le vent interstellaire. Voyager 1 a réussi à endurer cette épreuve et a poursuivi son aventure. En 2007, Voyager 2 a traversé la même frontière. À ce moment, ses capteurs ont enregistré une température d'environ 130 degrés. Mais la sonde a réussi à y résister et a poursuivi son voyage dans le cosmos. Les deux sondes se sont ensuite déplacées dans des directions différentes. Elles ont ainsi découvert que l'héliosphère, cette bulle de vent solaire, n'était pas parfaitement ronde mais ressemblait plutôt à un œuf. Le 25 août 2012, Voyager 1 est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire. C'est aussi l'objet artificiel envoyé le plus loin de toute l'histoire de l'humanité. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 a également quitté le système solaire, poursuivant également son voyage dans l'espace lointain. Les deux sondes voyagent maintenant depuis 44 ans. Voyager 1 a parcouru 153 fois la distance Terre-Soleil en filant à plus de 60 000 km/h. Dans environ 300 ans, les sondes atteindront le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant le système solaire où il n'y a que des astéroïdes et des blocs de glace. Les scientifiques pensent que les sondes pourraient atteindre les étoiles les plus proches dans les 40 000 prochaines années. Peut-être qu'un jour elles exploreront des mondes inconnus. Elles pourraient découvrir des planètes ressemblant à la nôtre. Elles pourraient même rencontrer une civilisation intelligente. C'est pour cela que chaque sonde transporte un disque d'or sur lequel figure un message contenant 115 images, dont nos systèmes numériques, une carte du système solaire, des images de ces planètes, des diagrammes de l'ADN humain, des portraits d'humains, des paysages terrestres, des salutations traduites dans 55 langues de la Terre, y compris les plus anciennes et les plus récentes, et également 90 minutes de musique provenant de différents endroits de notre planète. Les sondes Voyager transportent aussi un dispositif permettant de lire ces sons. Si une autre civilisation reçoit cet enregistrement, ces scientifiques pourront alors le décoder et ils pourraient décider de nous rendre visite. Ils devraient cependant répéter le voyage inverse de Voyager, soit des dizaines d'années-lumière à travers l'espace intersidéral, entrer dans notre système solaire et enfin survoler Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars et la ceinture d'astéroïdes en direction de notre petite planète bleue. Nous pouvons seulement espérer que notre civilisation sera alors assez développée pour les accueillir. Voyager 1, qui voyage dans l'espace interstellaire depuis plus de 45 ans et arbore aujourd'hui une longue barbe grise, non, je plaisante, a soudainement commencé à envoyer des signaux étranges vers la Terre. Encore plus bizarre, il n'y a aucun signe que la sonde soit abîmée, ni quoi que ce soit de ce genre. Les scientifiques de la NASA essaient désespérément de trouver la raison de cette anomalie. Alors, que s'est-il passé exactement ?
Tout d'abord, laisse-moi t'en dire un peu plus sur Voyager 1 et son long voyage. Voyager 1 est une sonde spatiale américaine. Les scientifiques de la NASA l'ont envoyée dans l'espace le 5 septembre 1977. L'objectif de Voyager était d'explorer les planètes excentrées de notre système solaire, à savoir Jupiter et Saturne. Au départ, les scientifiques pensaient que sa mission durerait environ 5 ans. C'est peu de choses que de dire qu'il faisait erreur. La sonde a dépassé toutes les attentes. Non seulement elle a rempli sa mission, mais elle fonctionne toujours. Elle s'est avérée bien plus résistante que prévu. Voyager 1 parcourt l'espace depuis plus de 45 ans. Il serait difficile de sous-estimer tout ce que Voyager 1 a accompli pour la science. Tout d'abord, elle a envoyé avec succès de nombreuses photos de Jupiter et de Saturne vers la Terre. Au fait, tu peux admirer ces photos toi-même, elles sont publiées sur le site de la NASA. Grâce à Voyager, nous avons aussi découvert plusieurs nouvelles lunes de Jupiter et un système d'anneaux jusqu'alors inconnu. Nous avons appris que la célèbre tache rouge de Jupiter était en fait une tempête géante et super rapide. Et après avoir quitté l'orbite de Neptune, Voyager nous a aussi envoyé beaucoup de données importantes sur le plasma interstellaire. Ainsi, Voyager 1 a prouvé avec succès aux scientifiques à quel point elle était utile. Après cela, elle s'est joyeusement dirigée vers son objectif suivant, la ceinture de Kuiper et les confins de l'héliosphère. La ceinture de Kuiper est un anneau de corps glacé qui s'étend de Neptune à une distance d'environ 5 UA du Soleil. Elle est un peu similaire à la ceinture d'astéroïdes, mais environ 20 fois plus étendue et 100 fois plus lourde. L'héliosphère est une zone autour du Soleil où la pression du vent solaire est équilibrée par la pression du gaz interstellaire. Oui, je sais, ça a l'air un peu compliqué et très pointu, dit comme ça. Mais garde à l'esprit que ces données nous aident vraiment à comprendre l'univers dans son ensemble. C'est donc la dernière mission de Voyager. Nous en dire plus sur l'espace interstellaire. La sonde nous a déjà envoyé plus de 60 images formant une mosaïque du système solaire à une distance de plus de 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Les scientifiques ont utilisé ces clichés pour composer une grande photo colorée. La photo a été baptisée un point bleu pâle. Et tu as probablement déjà deviné ce qu'est ce point. Oui, c'est à ça que ressemble notre Terre à travers les objectifs de Voyager. Cette photo montre clairement à quel point nous sommes minuscules. Mais Voyager 1 a aussi une autre mission, encore plus importante. Raconter à d'autres civilisations ce que nous sommes nous, les humains. Tu as peut-être entendu parler des fameux disques d'or de Voyager. Les scientifiques ont créé tout un tas de fichiers audio et vidéo et les ont enregistrés sur ces supports. Il y a plusieurs sections. La première contient Bonjour en 55 langues, y compris des langues anciennes et éteintes. Près de 80% des enregistrements sont des morceaux de musique différents. Musique classique, Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky. Musique folklorique de différents pays et différentes époques. Et un peu de blues, par exemple de célèbres chansons de Louis Armstrong et de Chuck Berry. Les 20% restants contiennent des enregistrements de différentes voix humaines, des sons de la nature et des cris d'animaux, ainsi que 116 images codées en signaux audio. Il y a aussi des enregistrements d'un discours de Kurt Waldheim, un ancien secrétaire de l'ONU, et de Jimmy Carter, le président américain de l'époque. Il s'agit simplement de messages amicaux. En plus des disques, les scientifiques ont aussi préparé un instrument pour les lire. Mais ne t'inquiète pas, ils ont aussi envoyé un dessin qui montre comment utiliser tout ce matériel et comment traduire les sons en images. Ils ont ajouté les coordonnées de la Terre, qu'ils ont créées à l'aide d'une carte des pulsars. Elle montre la position du Soleil dans la Voie lactée. Le disque a été emballé dans un boîtier en aluminium et recouvert d'or pour le protéger des radiations et de la poussière cosmique. Avec cet enregistrement, Voyager 1 a entamé son long voyage. Elle a déjà parcouru une sacrée distance. En ce moment, Voyager 1 se trouve à 154 unités astronomiques de nous, ce qui représente environ 23,3 milliards de kilomètres. Cela en fait l'objet de fabrication humaine le plus éloigné de la Terre. Avant, c'était la mission Pioneer 10 qui détenait ce record, mais Voyager l'a dépassé en 1998. Quelle bonne affaire pour la NASA, elle a largement dépassé sa date de péremption. Voyager 1 est en fait si cool qu'elle a même surpassé sa sœur jumelle, Voyager 2, qui, soit dit en passant, avait été envoyée dans l'espace 2 semaines plus tôt. Voyager 1 se déplace à une vitesse de 17 km par seconde, ce qui représente 56 000 km par heure. Pour comparaison, la voiture de sport la plus rapide du monde ne se déplace qu'à 491 km à l'heure. Il est donc difficile de concevoir la vitesse de Voyager. Quoi qu'il en soit, en ce moment, Voyager se dirige vers les frontières du nuage de Oort. C'est le nom d'une couche hypothétique d'objets glacés entourant le système solaire.
Les astronomes n'ont pas encore confirmé son existence, mais ils sont presque sûrs qu'il est là. Après tout, les trous noirs eux-mêmes n'étaient qu'une théorie il n'y a pas si longtemps encore. Malheureusement, Voyager 1 ne reviendra pas dans notre système solaire. Elle restera en contact avec la Terre au moins jusqu'en 2025. Puis finalement, le contact sera perdu pour toujours. Dans 300 ans, elle atteindra les frontières du nuage de Oort. Et dans 30 000 ans, je ne serai plus là, moi, elle quittera enfin le système solaire. Enfin, si rien ne lui arrive en cours de route, 10 000 ans après ça, Voyager 1 s'approchera de l'étoile naine rouge Gliese 445, située dans la constellation de la Girafe. Ensuite, la sonde continuera probablement à se balader dans la Voie lactée. Et maintenant, parlons enfin de ces mystérieux signaux. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, une chose plutôt inhabituelle. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui surveille et contrôle les 2 voyageurs, a signalé ce problème en mai 2022. Notre vieille sonde spatiale a soudainement commencé à envoyer des données étranges vers la Terre. Cette situation laisse même les ingénieurs de la NASA perplexes. Je parie que tu te dis « Oh, allez, elle est probablement simplement tombée en panne ou quelque chose comme ça ». Mais la vérité est que Voyager 1 va très bien. Elle fonctionne comme d'habitude, reçoit et exécute les commandes envoyées depuis la Terre et continue de collecter et d'envoyer des données scientifiques. Mais les relevés de l'AACS, qui signifie sous-système de contrôle d'attitude et d'articulation, ne nous montrent plus dans quel état se trouve réellement Voyager. Ce système assure l'orientation de la sonde dans l'espace et l'aide à rester en contact avec la Terre. Donc en gros, ces signaux signifient que l'orientation de la sonde dans l'espace est perturbée. Mais les scientifiques affirment que ce n'est pas le cas. Ils savent que la source du signal, l'antenne, se trouve dans la même position par rapport à la Terre que prévu. Le problème n'a déclenché aucun des systèmes de protection contre les défaillances. La sonde n'est même pas passée en mode sans échec. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste dans l'univers? Suzanne Dodd, la responsable du projet, affirme que le problème n'est en fait pas si inattendu. Après tout, Voyager 1 a déjà 45 ans. L'experte admet que ce qui arrive à la sonde reste un mystère pour eux. Ils ne savent pas exactement d'où proviennent ces données incorrectes. Et la façon dont cela affectera le fonctionnement de Voyager n'est pas très claire. Elle ajoute cependant que ce n'est pas si surprenant que cela, étant donné que la sonde se trouve dans l'espace interstellaire. Le niveau de radiation y est très élevé. Aucun vaisseau spatial n'a jamais atteint ce point auparavant. Les scientifiques de la NASA disent qu'ils vont continuer à surveiller de près les données provenant de Voyager 1, jusqu'à ce qu'ils trouvent le problème. S'ils le trouvent, l'équipe directrice essaiera de le résoudre. Sinon, ils devront s'adapter à ces nouvelles conditions. Mais il se peut que la seule compréhension du problème ne suffise pas vraiment. Il faut pas moins de 20h33 pour recevoir un signal de Voyager. Et il faut le même temps pour y répondre. Au moins, la deuxième sonde, Voyager 2, va très bien. Même si elle se trouve aussi actuellement dans l'espace interstellaire à une distance de 19,3 milliards de kilomètres de la Terre. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons qu'attendre des nouvelles et espérer que le problème sera résolu. En fait, je me demande combien de temps Voyager 1 va encore durer. Sera-t-elle capable de voler jusqu'aux frontières du nuage de Oort dans 300 ans? Et toi, qu'en penses-tu? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Réfléchissons un petit instant. Et si, au lieu de construire des vaisseaux spatiaux pour traverser les étoiles, une civilisation super avancée décidait de transformer tout son système stellaire en un vaisseau spatial? C'est-à-dire un soleil, des planètes et tout un tas d'astéroïdes qui filent tous ensemble à travers la galaxie. C'est ce qu'un philosophe, Clément Vidal, a suggéré dans sa récente théorie de l'espace. Ces extraterrestres pourraient avoir d'innombrables raisons pour vouloir explorer l'espace. Peut-être qu'une étoile à proximité est sur le point d'exploser en supernova, détruisant tout dans son voisinage immédiat, y compris leur système solaire. Ou peut-être sont-ils à la recherche de nouvelles ressources quelque part dans l'univers, ou qu'ils cherchent à propager la vie. Mais notre galaxie a un petit problème. Elle est d'une immensité inconcevable. Ainsi, même si ces créatures se déplaçaient à la vitesse de la lumière, passer d'une étoile à une autre leur prendrait des milliards d'années. Cependant, s'ils pouvaient simplement déplacer tout leur système solaire, ce serait pratique. Ils n'auraient pas à changer quoi que ce soit, ni à chercher un autre système avec soleil et planètes habitables. Mais comment? Eh bien, ils utiliseraient leur propre étoile comme moteur, littéralement un moteur stellaire. Tout ce qu'ils auraient à faire, c'est pousser leur étoile, et tout ce qui orbite autour, dans une direction spécifique. Il faut faire en sorte que l'étoile expulse de la matière de manière inégale, créant une sorte de poussée.
C'est ainsi que nos fusées sont propulsées. Mais là, c'est au niveau d'une étoile entière. Lorsque de la matière est éjectée d'un côté, plus que de l'autre, elle agit comme un réacteur et pousse lentement tout le système. Avec le temps, ils pourraient piloter leur astre vers une destination choisie. Et il ne s'agit pas simplement d'une idée farfelue, enfin, peut-être. Mais de nombreux scientifiques ont proposé différents modèles de fonctionnement pour un moteur stellaire. Et comment nous, humains, pourrions l'utiliser. Le plus célèbre porte le nom de propulseur Shkadov. Ici, l'idée serait d'utiliser un miroir géant afin de pousser une étoile doucement dans une direction en réfléchissant sa lumière. D'autres concepts proposent d'extraire de la masse de l'étoile elle-même. Bien sûr, c'est une opération absolument impossible pour les humains, mais une civilisation ultra avancée pourrait y parvenir. Et ce n'est peut-être pas aussi difficile que cela en a l'air. Il existe déjà des étoiles dans la galaxie qui se déplacent à des vitesses incroyables. On les appelle des étoiles hyper rapides. Ces étoiles sont si rapides qu'elles peuvent s'échapper de leur galaxie mère. Leur histoire commence au cœur de la Voie lactée. Au centre de notre galaxie se tient un monstre. Un trou noir supermassif dont la gravité est si intense que rien ne peut en réchapper. Nous en avons même pris une photo il y a quelque temps. Vous vous souvenez? Il s'appelle Sagittarius A étoile. Nous commençons avec une paire d'étoiles binaires. Elles sont similaires en masse et orbitent l'une autour de l'autre. Parfois, elles s'approchent trop près d'un trou noir. Lorsque cela se produit, l'une d'elles peut se voir capturée par le trou noir. Son destin est alors scellé, tandis que l'autre a droit au tour de montagne russe le plus fou de sa vie. C'est comme avec une fronde. Elle est projetée vers l'extérieur avec une force inimaginable. Ces étoiles exilées atteignent des vitesses incroyables. On dépasse là le 1,5 million de kilomètres par heure et deviennent des étoiles hyper rapides. Cela n'arrive pas si souvent. Une étoile hyper rapide se voit éjecter du centre galactique peut-être tous les 100 000 ans. Et avec plus de 100 milliards d'étoiles dans notre Voie lactée, les trouver est pire que de chercher des aiguilles dans une botte de foin. Mais malgré cela, nous avons réussi à trouver environ 1 millier de ces exilés dans notre galaxie. Quoi qu'il en soit, ces voyageurs ultra rapides pourraient-ils être des vaisseaux stellaires extraterrestres? Peut-être s'agit-il d'une technique audacieuse développée par des civilisations ayant décidé de se faire propulser par un trou noir afin de pouvoir voyager où bon leur semble à des vitesses vertigineuses. La plupart des étoiles hyper rapides étudiées jusqu'à présent sont des étoiles simples. Mais qu'en est-il des systèmes binaires? Ce système binaire que nous avons mentionné rendrait tout ce processus de transformation d'une étoile en vaisseau spatial beaucoup plus facile. Une civilisation avancée pourrait ainsi concentrer ses efforts sur l'une des étoiles du couple. L'interaction entre les deux étoiles serait utilisée pour affiner la direction et la rotation, comme avec un volant intégré. Cela permettrait également d'utiliser l'énergie de manière efficace. Essayons de mettre cela en œuvre. Prenez une étoile à neutrons. C'est ce qui reste après qu'une énorme étoile a atteint la fin de sa vie. Sa version minuscule et incroyablement dense. Ces petites étoiles à neutrons sont souvent jumelées avec d'autres étoiles de petite taille et normales. Les étoiles à neutrons ont une gravité incroyable. Cela pourrait aider nos extraterrestres à obtenir l'énergie nécessaire à la propulsion du système. Donc, si une civilisation décidait de construire une machine de ce type, elle le ferait probablement près d'un système binaire comme celui-ci. Mais nos amis se contenteraient-ils de ces systèmes binaires de base? En réalité, ils pourraient aller encore plus loin et opter pour quelque chose d'encore plus efficace. Un pulsar veuve noire. C'est le type de système binaire le plus spectaculaire qui soit. Une étoile à neutrons tourne à une vitesse incroyable, mais elle ne se contente pas de la compagnie de son étoile voisine. Elle la dévore lentement. Cela crée une danse gravitationnelle captivante, à la fois destructrice et magnifique. Tandis que l'étoile à neutrons tourne, elle projette des torrents de particules à haute énergie dans l'espace. Et toutes ces particules viennent se heurter aux fragiles vestiges de son pauvre petit partenaire. Vous imaginez si toute cette énergie pouvait être récoltée? Toutes ces options, étoiles hyper rapides, systèmes binaires et pulsars araignées, leur permettraient donc de disposer d'un super moteur stellaire. Et une civilisation dotée de ce type de moteur pourrait explorer et coloniser progressivement toute la galaxie, et ce en ayant sa propre source d'énergie ainsi que des planètes à sa disposition. Mais comment savons-nous si ces vaisseaux stellaires existent réellement? Les astronomes recherchent ce que l'on appelle des technosignatures. Ce sont de petits indices et des pistes, quelque chose qui semble inhabituel pour des corps célestes normaux. Par exemple, des mouvements étranges dans les systèmes binaires,
ou des étoiles qui éjectent de la matière d'une manière étrange et non naturelle. Tout cela pourrait signifier que quelqu'un utilise une technologie à cet endroit. Nous n'avons jusqu'à présent aucune preuve de cela, mais il y a quelques candidats. 2 pulsars veuves noires semblent en effet plus qu'étranges. Clément Vidal, l'auteur de l'article, a dit que nous devrions examiner ces systèmes de près, juste au cas où. Et même si cette idée finit par s'avérer fausse, nous pouvons toujours l'utiliser comme source d'inspiration. Si des civilisations extraterrestres ne le font pas avant nous, nous pourrions simplement être les pionniers de cette technologie. Et en parlant de technosignature, en plus de ces vaisseaux stellaires, la NASA recherche également des signes de mégastructures dans l'espace. Peut-être que d'autres civilisations n'ont pas encore transformé leurs étoiles en super-réacteurs, mais qu'ils les utilisent simplement comme une source d'énergie géante. La vie a besoin d'énergie pour survivre, qu'il s'agisse des microbes, des animaux ou de civilisations intelligentes semblables à l'humain. Au fur et à mesure que la vie évolue, ces besoins énergétiques montent en flèche. Nous avons commencé avec le feu, puis nous sommes passés au charbon et au pétrole, et maintenant nous explorons l'énergie solaire. Un jour, nous pourrions commencer à exploiter directement l'énergie de notre Soleil. Peut-être que des créatures extraterrestres avancées le font déjà. Sur Terre, le physicien Freeman Dyson a proposé l'idée d'une sphère de Dyson, une gigantesque structure installée autour d'une étoile et capable de récolter son énergie. Comme un immense panneau solaire, mais tout autour du Soleil. Cela semble fou, mais peut-être en existe-t-il un exemplaire quelque part dans la galaxie. Là encore, des astronomes sont à l'affût de technosignatures qui trahiraient un tel système. Par exemple, ils ont analysé des données provenant de plus de 5 millions d'étoiles à la recherche de signaux étranges, de scintillements ou de tout ce qui ne peut pas s'expliquer par de la poussière ou des éléments similaires. S'il existait quelque part une sphère de Dyson, l'énergie absorbée ferait rayonner l'étoile d'un éclat inédit sur le spectre infrarouge. Et cela signifierait que nous remarquerions une lueur révélatrice. Finalement, ils ont réduit le nombre de candidats possibles à 368. Ils les ont inspectés, et seulement 7 étoiles sont restées en lice. Ces étoiles ont des motifs lumineux étranges que nous ne pouvons pas encore nous expliquer. Il s'agit principalement de naines rouges petites et faibles. L'une d'entre elles est particulièrement célèbre et porte le nom d'étoile de Tabi. Elle clignote et s'assombrit de manière étrange et aléatoire, allant de temps à autre jusqu'à diminuer sa luminosité de 22%. Les astronomes ignorent si une lune brisée tourne autour d'elle, ou si c'est de la poussière, ou encore une sphère de Dyson. Dans tous les cas, ils continuent à chercher ces techno-indices. Espérons que nous découvrirons la vérité un jour. Astronomes passionnés, approchez, car une grande nouvelle vous attend. Des chercheurs ont récemment achevé la cartographie complète de 2 paires d'étoiles situées au-delà de notre galaxie, la Voie lactée, qui dévore littéralement leurs voisines stellaires. Cette avancée enrichit non seulement notre compréhension des étoiles, mais offre également de nouvelles perspectives pour mesurer les distances dans l'immensité du ciel nocturne. Saviez-vous que plus de la moitié des étoiles de notre Voie lactée existaient en binôme ? Bien qu'il soit probable que d'autres galaxies abritent également de nombreuses étoiles binaires, leur faible luminosité les rend généralement invisibles. Cependant, les étoiles dites symbiotiques, où une étoile absorbe l'autre, se distinguent par leur brillance exceptionnelle, ce qui facilite leur étude. Les scientifiques estiment que l'analyse des orbites de ces systèmes constitue une étape cruciale pour comprendre si d'autres galaxies produisent des étoiles binaires comparables à celles de la Voie lactée. Entrons maintenant dans les détails. Bien qu'un couple d'étoiles puisse naître simultanément, leur évolution diffère selon leur masse respective. L'étoile la plus massive consomme son carburant plus rapidement, atteignant plutôt la fin de son cycle de vie pour devenir une naine blanche compacte. Ces naines blanches, bien que petites et peu lumineuses, concentrent une masse équivalente à celle du Soleil dans un volume comparable à celui de la Terre. Si elles sont suffisamment proches de leur compagne, leur gravité peut en capter la matière, produisant ainsi un signal détectable à de grandes distances. Les systèmes d'étoiles symbiotiques récemment cartographiés se nomment Draco C1 et LIN 358. Les étoiles de Draco C1 mettent environ 3 années terrestres à compléter une orbite l'une autour de l'autre, tandis que celles de LIN 358 l'accomplissent en temps un peu plus de 2 ans. Il s'agit des premières mesures orbitales complètes effectuées sur des systèmes symbiotiques au-delà de la Voie lactée. Ces données inédites fourniront aux astronomes des clés pour mieux comprendre la formation des étoiles dans d'autres galaxies. Dans certains systèmes symbiotiques,
Une naine blanche peut accumuler suffisamment de matière provenant de sa compagne pour exploser en une supernova. Ces dernières, d'une intensité lumineuse spectaculaire, sont visibles à travers l'univers. Comme elles atteignent toutes une luminosité initiale identique pour un observateur proche, elles servent de bougies standard pour mesurer les distances cosmiques. Bien que Draco C1 et Line 358 soient peu susceptibles de connaître une telle explosion dans un avenir proche, leur étude contribue à éclairer les mécanismes d'évolution de ces références stellaires. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les étoiles les plus étranges, rassurez-vous, nous n'avons pas encore fini. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les étoiles les plus gigantesques de l'univers? Les scientifiques ont récemment identifié une étoile colossale baptisée Uig-Iko Scuti. Située à environ 9500 années-lumière de la Terre, elle dépasse toute commune mesure. Elle est environ 1700 fois plus grande que notre Soleil, ce qui signifie que si elle se trouvait dans notre système solaire, elle s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Mais ce n'est pas tout. Uig Scuti n'est pas uniquement immense, elle est également d'une luminosité spectaculaire. Classée comme une supergéante rouge par les scientifiques, cette étoile brille avec une intensité environ 340 000 fois supérieure à celle de notre astre. Toutefois, si vous imaginez profiter de ces rayons pour bronzer, oubliez cette idée. Elle est bien trop éloignée pour cela. Vous vous demandez peut-être comment une étoile telle Uig Scuti a pu se former? Comme pour toute autre étoile, tout commence par un nuage de gaz et de poussière qui s'effondre sous l'effet de sa propre gravité, générant une chaleur croissante. Lorsque la température au cœur du nuage atteint un seuil critique, la fusion nucléaire s'enclenche et une étoile voit le jour. Mais Uig Scuti a poursuivi sa croissance, absorbant toujours davantage de gaz et de poussière pour devenir un véritable colosse. Ce processus s'est poursuivi jusqu'à ce qu'elle atteigne les dimensions qu'on lui connaît aujourd'hui. Bien que fascinante, Uig Scuti n'est pas la seule étoile géante de l'univers. D'autres, comme VI Canis Majoris, ont également retenu l'attention des scientifiques. VI Canis Majoris, autrefois considérée comme la plus grande étoile avant qu'Uig Scuti ne s'impose, reste néanmoins impressionnante. Avec un diamètre environ 1400 fois supérieur à celui de notre Soleil, elle se situe à environ 5000 années-lumière de notre planète. Mais voici le plus impressionnant. Des étoiles comme Uig Scuti et Vicani Majoris ne sont même pas les plus grandes structures de l'univers, loin de là. Il existe des objets appelés hypergéantes qui font paraître ces étoiles insignifiantes. Parmi elles se trouve Stephenson 2-18, situé à environ 20 000 années-lumière. Avec une taille presque 2150 fois supérieure à celle de notre Soleil, elle brille avec une luminosité équivalente à celle de 7 millions d'entre eux. Et si cela vous semble déjà extravagant, sachez qu'un objet mystérieux, surnommé le Grand Attracteur, exerce une force gravitationnelle sur tout le groupe local de galaxies, les attirant irrésistiblement. La nature et la cause de ce phénomène demeurent inconnues. Mais une hypothèse évoque la présence d'un amas gigantesque d'hypergéantes. Face à une telle entité, nous serions absolument minuscules. Passons maintenant à une étoile des plus originales, pratiquement sortie d'un concert de heavy metal. Blague à part, les scientifiques ont découvert une étoile appelée Soonen à métaux lourds, un astre exceptionnellement riche en métal. Cette étoile renferme plus de métaux dans sa composition que n'importe quelle autre étoile observée à ce jour. Des éléments tels que le fer, le nickel et le chrome y abondent, avec une teneur en fer environ 10 000 fois supérieure à celle de notre Soleil. Pour cette découverte, les astronomes ont eu recours à la spectroscopie, qui consiste à analyser la lumière émise par l'étoile afin d'en identifier les éléments constitutifs. En examinant le spectre lumineux, les scientifiques ont mis en évidence une composition anormalement riche en métaux, ce qui distingue cette étoile de toutes les autres. Et ce n'est pas tout. Cette Soonen à métaux lourds ne se distingue pas uniquement par sa richesse en métaux. Elle présente d'autres caractéristiques étonnantes. Non seulement elle est plus petite et plus froide que notre Soleil, mais elle est également d'une ancienneté remarquable. Elle remonte presque au début de l'univers. Que signifie tout cela? Les scientifiques espèrent qu'en analysant cette Soonen à métaux lourds, ils pourront approfondir leurs connaissances sur l'univers primitif. Puisque cette étoile remonte à l'époque où l'univers commençait à se former, elle a été témoin d'événements majeurs.
L'étude de sa composition et de ses propriétés pourrait offrir des indices précieux sur l'aspect et les conditions de l'univers à ses origines. La prochaine étoile sur la liste est véritablement captivante. Il s'agit de Vega, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Beaucoup la reconnaissent comme ce point lumineux éclatant dans la constellation de la Lyre. Et le plus impressionnant, elle n'est située qu'à environ 25 années-lumière de nous, ce qui, à l'échelle de l'univers, est pratiquement la porte à côté. Les scientifiques étudient Vega depuis des décennies et ont fait des découvertes fascinantes. Par exemple, Vega est une étoile relativement jeune, âgée de seulement quelques centaines de millions d'années. Cela peut sembler long, mais comparé aux 4,6 milliards d'années de notre Soleil, Vega fait figure de nouveau-né. En plus d'être jeune, Vega est extrêmement chaude, avec une température de surface avoisinant les 9400 degrés Celsius. Pour mettre cela en perspective, la surface de notre Soleil atteint environ 5500 degrés Celsius. Alors, si vous trouvez la chaleur terrestre difficile à supporter, imaginez ce que serait une journée sur Vega. Une autre chose intéressante au sujet de cette étoile est qu'elle est entourée d'un disque de poussière et de gaz, appelé disque de débris. Ce disque est constitué des restes de matériaux issus de la formation de l'étoile. Les scientifiques estiment que ce disque est comparable à celui qui entourait notre système solaire dans ses premiers jours. Vega est également une source de rayons cosmiques. Ces rayons sont des particules à haute énergie qui traversent l'espace à des vitesses phénoménales. Ils sont composés de protons, d'électrons et d'autres particules, mais leur origine exacte demeure un mystère pour les scientifiques. Cependant, ils savent que Vega est l'un des lieux d'où proviennent ces rayons cosmiques. Mais ce n'est pas tout. Vega est aussi une étoile emblématique dans la culture populaire. Elle figure dans de nombreux ouvrages comme source d'inspiration, principalement grâce à sa luminosité et à ses caractéristiques fascinantes. Il semblerait que 2 étoiles géantes aient été surprises en plein baiser romantique. Bien que cela puisse ne sembler être que des ragots de paparazzi au premier abord, il s'agit en réalité d'un phénomène cosmique fascinant découvert par une équipe internationale d'astronomes. Le cycle de vie d'une étoile solitaire est relativement simple. Elles naissent dans d'immenses régions gazeuses de l'espace, brûlent leur carburant, puis, à un moment donné, elles explosent en supernova. Mais lorsque des étoiles naissent à proximité les unes des autres, leur attraction gravitationnelle mutuelle peut les captiver dans ce qui semble être une danse éternelle. Parfois, elles se rapprochent tellement qu'elles semblent presque se toucher. Ces étoiles peuvent passer des milliards d'années à tourner l'une autour de l'autre. Mais leur baiser ne dure que quelques millions d'années, ce qui n'est qu'un clin d'œil à l'échelle du cosmos. Leonardo Almeida, le principal auteur de cette étude, s'était donné pour mission de trouver des étoiles binaires prisonnières de ce baiser cosmique. Il a concentré ses recherches sur la nébuleuse de la Tarentule, une magnifique région de formation d'étoiles située dans le Grand Nuage de Magellan, à 160 000 années-lumière de notre planète. Et là, il a découvert l'étincelant système d'étoiles binaires, baptisé VFTS 352, qui se démarquait nettement des autres. Les 2 étoiles découvertes étaient assez grandes et de taille presque identique. Ensemble, elles forment une masse environ 57 fois supérieure à celle de notre Soleil. Avant cela, seuls 3 autres systèmes binaires de grande masse avaient été découverts. Étant donné que ces 2 étoiles étaient si proches, elles généraient une attraction gravitationnelle intense qui les faisait orbiter l'une autour de l'autre à un rythme stupéfiant d'une révolution par jour, séparées d'à peine 12 km. Avec une telle proximité, elles formaient un pont permettant à leur carburant stellaire de se mélanger, partageant ainsi près de 30% de leur volume total. Les températures de ce système étaient également sans commune mesure et atteignaient les 41 000 degrés. Au début, il semble que le mélange interne de leur énergie pourrait permettre à ces étoiles de vivre plus longtemps, en brûlant plus de carburant sur des périodes prolongées. Mais ce bénéfice ne serait que temporaire. 2 scénarios probables se dessinent quant à leur destin. Elles pourraient fusionner pour former une étoile géante qui exploserait en supernova, ou bien elles pourraient exploser séparément et terminer leur jour en tant que trous noirs orbitant l'un autour de l'autre. Si elles fusionnaient, ce processus prendrait environ 600 000 ans, tandis que si elles devenaient un système de trous noirs binaires, elles pourraient continuer à brûler pendant encore 3 millions d'années. Cependant,
les deux scénarios mèneraient finalement à leur destruction, à moins qu'elles ne se transforment en deux trous noirs distincts, dérivant dans des directions opposées à travers l'immensité de l'espace, une possibilité qui est également envisageable. Récemment, les astronomes du monde entier ont assisté à un spectacle étourdissant. Jupiter et Vénus, les deux planètes les plus brillantes du ciel nocturne, se sont tellement rapprochées qu'elles semblaient sur le point de se percuter ou de s'embrasser. Du moins, c'est à cela que ça ressemblait depuis la Terre. En réalité, elles sont toujours séparées par 643 millions de kilomètres. Un autre sujet fascinant pour les astronomes concerne les objets G. Ce sont des objets célestes qui ressemblent à des nuages de poussière et de gaz, mais se comportent comme des étoiles. Au centre de notre galaxie, il y a un trou noir supermassif, Sagittarius A, avec une masse 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil. Et récemment, les scientifiques ont découvert deux objets mystérieux, baptisés objets G, proches de ce trou noir. Ce sont les objets G1 et G2. La théorie la plus vraisemblable est que G2 ait consisté en deux étoiles qui orbitaient autour du trou noir en tandem avant de fusionner en une seule énorme étoile, enveloppée dans un nuage de gaz et de poussière exceptionnellement épais. Lorsque G2 s'est approché au plus près du trou noir, il a émis une signature étrange, s'étirant et perdant une grande partie de son gaz. À mesure qu'il se rapprochait du trou noir, il a perdu son enveloppe extérieure et il redevient à présent plus compact. Ce qui enthousiasme particulièrement les astronomes à propos des objets G, c'est le matériau qui leur est arraché par les forces de marée lorsqu'ils passent près du trou noir central. Ce matériau finit inévitablement par être aspiré par le trou noir, créant un véritable spectacle pyrotechnique. Cela se produit parce que le matériau consommé par le trou noir chauffe et émet des radiations avant de disparaître à travers l'horizon des événements. Cet horizon est la limite redoutable d'un trou noir, au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper. Il semble maintenant que les scientifiques aient découvert 4 autres objets G. G3, G4, G5 et G6. Tous sont situés à moins de 0,13 années-lumière du trou noir. Il se pourrait que ces 6 objets aient autrefois appartenu à des systèmes binaires qui se sont rapprochés jusqu'à fusionner en raison de la puissante gravité de cet imposant trou noir. Habituellement, il faut plus d'1 million d'années pour que le processus de fusion entre deux étoiles s'achève. Nous espérons découvrir davantage d'objets G, car cela nous offre l'une des rares occasions d'étudier le comportement des matières proches d'un trou noir supermassif sans qu'elles ne soient immédiatement englouties. Du moins, pour l'instant. Avez-vous entendu parler des étoiles variables? En regardant le ciel, nous imaginons souvent que les étoiles sont des points de lumière immuables et éternels. Mais si certaines étoiles paraissent qu'en constantes, d'autres changent de luminosité au fil du temps, d'où leur nom d'étoiles variables. Certaines s'éteignent et se rallument sur des périodes allant de quelques jours à plusieurs années. Ces variations ne sont pas visibles à l'œil nu. Seuls les astronomes, grâce à leurs équipements sophistiqués et leurs observations à long terme, sont en mesure de les détecter. Et que dire des étoiles vampires? Imaginez 2 étoiles dans un système binaire, une géante rouge et une naine blanche, tournoyant l'une autour de l'autre comme des danseuses de ballet cosmique. La géante rouge, autrefois étoile vibrante, a vieilli et s'est affaiblie. Ses couches externes d'hydrogène, autrefois fermement maintenues par sa gravité, se sont relâchées, la rendant vulnérable à l'avidité de la petite et dense naine blanche. La naine blanche, surnommée étoile vampire, convoite le carburant de sa grande sœur et y voit une opportunité inespérée. Alors qu'elles dansent ensemble, l'étoile vampire utilise sa puissante force gravitationnelle pour siphonner l'hydrogène des couches externes de la géante rouge. Elle brille alors d'une teinte bleue et semble rajeunir et déborder d'énergie à mesure que sa cavalière se rabougrit. Mais il n'y a pas que les étoiles vampires. On compte aussi des étoiles zombies. Parfois, lorsqu'une géante rouge explose, elle ne se désintègre pas complètement. Au lieu de cela, un reste de naine blanche subsiste après elle, comparable à une étoile zombie qui était morte mais est à présent revenue à la vie. Cependant, cette étoile zombie n'a pas faim de cerveau comme dans les films, mais de l'hydrogène même que l'étoile vampire lui volait depuis le début. Si l'étoile zombie se trouve suffisamment proche de son ancienne partenaire,
elle commencera à aspirer de la matière pour ressusciter son noyau. Elle deviendra alors une bombe d'hydrogène prête à exploser dans un formidable spectacle de vengeance cosmique. C'est un phénomène fascinant que nous ne détectons généralement pas car ces explosions sont beaucoup plus faibles que les supernovas habituelles. Mais lorsqu'elles se produisent, la détonation qui en résulte est proprement dantesque et détruit à la fois l'étoile vampire et son jumeau zombie. Il semblerait que les vampires et les zombies ne soient pas que des personnages de fiction après tout. Non seulement nous sommes faits de poussière d'étoiles, mais nous avons aussi plus de points communs avec les étoiles que nous ne le pensions. Ainsi, les étoiles aiment également rester en groupe avec leurs proches, et la plupart des étoiles préfèrent donc voyager à travers l'univers en amas. Ces amas stellaires sont des groupes d'étoiles gravitationnellement liés entre elles. Celles qui s'y trouvent sont généralement du même âge et du même type, partageant les mêmes passe-temps et les mêmes centres d'intérêt. Peut-être ont-elles même une vie sociale plus active que la nôtre. Rendez-moi service. Essayez d'imaginer la première fois que vous avez fait du camping. Peut-être y êtes-vous allé avec vos parents, peut-être était-ce à l'occasion d'une sortie scolaire avec vos camarades de classe. Quoi qu'il en soit, essayez d'imaginer, ou de vous souvenir, de ce que vous avez ressenti à la fin de la journée. Le soleil s'était couché, mais il restait de la lumière. Allongé, vous essayez de vous reposer. Quelle est la première chose que vous vous souvenez avoir vue dans le ciel? Si vous êtes comme moi, c'est probablement le nombre impressionnant d'étoiles qui scintillaient juste au-dessus de vous. Ces étoiles, dont la plupart sont visibles sans aucun dispositif sophistiqué, font partie de la Voie lactée. Croyez-le ou non, notre galaxie est presque aussi vieille que l'univers lui-même. Mais à part son âge, c'est aussi un endroit plutôt agréable. La Voie lactée est comme une pouponnière cosmique, où naissent sans arrêt de nouvelles étoiles. Et sachez qu'il s'y trouve donc des objets extrêmement fascinants. Tout au moins d'après les photos. Prenez la montagne mystique, une région de la nébuleuse de la Carène. Tout y est toujours débordant d'énergie, en cause. Des colonnes de gaz qui s'effondrent et s'éparpillent dans toutes les directions comme des acrobates de cirque. C'est typique des étoiles en train de naître. Et si vous jetez un œil à cette image impressionnante, vous verrez un merveilleux spectacle coloré. Le bleu représente l'oxygène, le vert l'hydrogène et l'azote, et le rouge représente le soufre. Prêt pour la prochaine étape de notre voyage dans la Voie lactée? Regardez ces énormes nuages torsadés de poussière et de gaz interstellaires au beau milieu de M16, également connus sous le nom de nébuleuse de l'Aigle. Nous avons ici les superbes piliers de la création, qui sont d'imposantes colonnes qui veillent sur les très jeunes étoiles. Je sais que ce n'est pas la première fois que le télescope Hubble nous offre cette magnifique vue, mais croyez-moi, c'est l'image la plus détaillée qu'on ait jamais reçue. Une lumière ultraviolette provenant d'une multitude d'étoiles nouvelles, situées juste en dehors du cadre, bombarde constamment les piliers. Ces superstars stellaires sont en fait à l'origine de l'usure progressive des tours de poussière et de gaz. Et préparez-vous à être impressionnés. Ces piliers de la création s'étendent sur 4 à 5 années-lumière. Oui, ça a l'air immense, mais dans leur environnement, ce sont de jolies petites choses. La grande nébuleuse de l'Aigle s'étend sur 70 années-lumière. C'est un génial astronome suisse qui a repéré cette nébuleuse pour la première fois en 1745, et elle se trouve à environ 7000 années-lumière de notre humble petite Terre, dans la constellation du Serpent. Mais voici le plus étrange. Elle a beau paraître très productive, la Voie lactée forme de nouvelles étoiles assez rarement comparée à d'autres galaxies. Et les astronomes ont même remarqué que le rythme des naissances est en baisse. Ils sont très impatients de comprendre pourquoi. Mais avant d'examiner ce phénomène bizarre, voyons d'abord comment les étoiles naissent. Il est difficile pour nous de comprendre ces choses depuis la Terre. Ce que nous savons, nous l'avons appris en observant les étoiles de la Voie lactée. Les étoiles se forment dans ces froids nuages de gaz et de poussière qu'on appelle des nébuleuses.
Ces zones sont assez courantes dans la plupart des galaxies. Les températures basses sont essentielles pour que l'hydrogène puisse se maintenir. En amassant du gaz, l'amas provoque un mouvement qui crée lui-même de l'énergie. Lorsque le gaz entre en collision avec l'amas déjà formé, toute cette énergie se transforme en chaleur. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que la température augmente considérablement, ce qui déclenche la naissance d'une étoile. La séquence principale est une période très importante dans la vie d'une étoile. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais pendant cette période, l'étoile produit à la fois de la chaleur et des radiations. Et à cause de ces radiations, une pression se crée autour de l'étoile. Et ça explique aussi la présence de toute cette lumière dans les galaxies. Maintenant, parlons de la taille des étoiles. Plus l'étoile est grande, plus vite elle consomme son carburant. Ces grosses étoiles sont les plus brillantes. Elles émettent une lumière très intense. Les étoiles de moindre masse vivent plus longtemps, même si elles ne sont pas aussi lumineuses. Il y a des étoiles de toutes les tailles dans les galaxies que nous pouvons observer d'ici. Certaines étoiles font 0,1% de la taille du Soleil, tandis que d'autres font 10 fois sa masse. Une fois qu'une étoile a consommé tout son carburant, c'est l'heure de son bouquet final. Elle commence alors à pâlir. Les étoiles de la même taille que le Soleil, ou plus petites, ne peuvent plus produire de radiation à ce stade. La gravité prend le dessus et les transforme en des naines blanches. Pour les étoiles plus grandes, c'est un peu différent. Elles aussi s'effondrent, mais il y a beaucoup plus de matière en combustion, et la chaleur est immense. Cet effondrement crée un noyau plus dense. Lorsque tout l'intérieur de l'étoile est consommé, ses couches extérieures s'effondrent rapidement. Elles rebondissent sur le noyau à une vitesse proche de celle de la lumière. Cet événement porte le nom de supernova. La matière expulsée forme la base de futures étoiles. Et un trou noir est créé. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la vie d'une étoile, penchons-nous un peu sur les générations. Les étoiles n'apparaissent pas de manière régulière. Actuellement, l'univers fabrique 9 fois moins d'étoiles qu'il ne le faisait à sa grande époque, il y a environ 10 milliards d'années. Une étude nous a donné un aperçu de l'histoire de la formation des étoiles. Pour la conduire, 2 chercheurs se sont associés et ont recueilli tout un tas de données sur les galaxies. Ils ont classé ces galaxies en fonction de leur éloignement. Grâce à cette méthode, ils ont pu calculer les changements de luminosité des galaxies au cours de leur vie. Comme ce sont les étoiles qui émettent la majeure partie de la lumière d'une galaxie, ils ont pu découvrir, à l'aide de calculs sophistiqués, combien d'étoiles se formaient en un temps donné. D'après leurs conclusions, la formation d'étoiles était plutôt faible lorsque l'univers était jeune. Mais ensuite, les gaz ont commencé à s'assembler. Et boum, la production d'étoiles a explosé et a atteint son pic il y a 10 ou 11 milliards d'années. Après ça, cette production a fortement baissé. Dans l'univers observable d'aujourd'hui, elle a énormément diminué. Cela signifie qu'environ 50% des étoiles que nous voyons aujourd'hui sont nées dans les 5 milliards d'années qui ont suivi le Big Bang. Seul un quart d'entre elles se sont formées après ça. Alors, qu'est-ce qui a causé ce changement ? Eh bien, les scientifiques pensent que c'est dû au gaz froid dont les étoiles ont besoin lorsqu'elles naissent. Lorsque les galaxies se forment, le gaz se concentre vers l'intérieur et beaucoup d'étoiles naissent. Mais ensuite, le gaz est rapidement consommé et les étoiles s'endorment. Lors d'une supernova, tous ces gaz nécessaires à la formation de nouvelles étoiles sont projetés très loin. Et puis, ces gaz changent également de composition chimique. C'est ainsi que nous comprenons le déclin de la production d'étoiles que nous observons aujourd'hui. Les scientifiques ignorent pourquoi ces gaz ne sont plus utilisables. Les galaxies sont des objets complexes. Toutes sortes de forces entrent en jeu dans le maintien de leur équilibre. Par exemple, lorsqu'une supernova explose, les ondes de choc peuvent parfois provoquer des turbulences et une agrégation de gaz, ce qui cause la naissance de nouvelles étoiles. Mais si la supernova est trop puissante, elle peut expulser tout ce gaz hors de la galaxie. Et sans gaz, il y a peu de chances qu'une nouvelle étoile puisse se former. Alors,
Que nous réserve l'avenir? Certains scientifiques se demandent ce qui se passerait si plus aucune étoile ne naissait. L'univers se remplirait peut-être tout simplement de trous noirs et d'étoiles en déclin. Les systèmes solaires deviendraient inhospitaliers à mesure que leurs étoiles faibliraient, et ces trous noirs dévoreraient tout ce qui se trouve autour d'eux. Aussi triste que cela puisse paraître, cela reste une idée étonnante. Heureusement, nous n'avons pas à nous inquiéter de cela pour l'instant. L'univers est vieux de 13,7 milliards d'années. Et cette période de déclin n'est pas prévue avant très longtemps. Et puis, ce n'est qu'une hypothèse du déclin de la production des étoiles. Qui sait quelles autres possibilités l'univers nous réserve? Imagine un être si puissant qu'il pourrait aspirer des galaxies entières, si mystérieux qu'il serait invisible à l'œil nu, et si impressionnant qu'il pourrait plier l'étoffe même de l'espace et du temps. Je te présente ma mère. Mais non, je plaisante. Il s'agit en réalité de l'ultime super-héros de notre univers, l'étoile Trou Noir. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons voir ça. L'univers est rempli de merveilles, et cette étoile est l'une des plus impressionnantes d'entre elles. Sa force supermassive est capable de bousculer les lois de la physique, une véritable énigme que les scientifiques doivent encore élucider. Pas étonnant qu'elle fascine les auteurs de science-fiction. Une étoile trou noir, ou quasi-étoile, est une étoile hypothétique extrêmement massive et lumineuse qui pourrait avoir existé au commencement de l'univers. Selon nos calculs, elle brillait autant qu'une petite galaxie. Mais contrairement aux étoiles modernes, elle n'était pas alimentée par la fusion nucléaire. Son énergie provenait de la matière que le trou noir qu'elle possédait en son cœur aspirait. Et oui, tout comme un trou noir normal, ces étoiles avaient le pouvoir d'aspirer tout ce qui s'en approchait, des étoiles, de la poussière et même des galaxies. Mais comment est-il possible qu'une étoile naisse d'un trou noir? Et comment pouvait-il coexister? Voyons d'abord comment naissent les trous noirs en général. Tout commence par une étoile supermassive, c'est-à-dire une étoile faisant plusieurs fois la masse de notre Soleil. Cette étoile géante brûle intensément et brille de la lumière d'1 million de soleils. Hélas, elle finit par manquer de carburant. À la fin de sa vie, elle émet un énorme boom, une puissante explosion capable d'éclipser une galaxie entière. Ce type d'explosion porte le nom de supernova. Lors de ce boom, les couches extérieures de l'étoile partent dans tous les sens, tandis que le noyau se voit écrasé par sa propre gravité. Si le noyau est suffisamment lourd, il continuera à s'effondrer jusqu'à devenir un trou noir. Et celui-ci, par conséquent, naîtra. Et non, il n'a pas besoin de couches. Ce monstre cosmique grandira à partir de maintenant en avalant tout ce qui s'approche de lui. C'est en gros ce qui se passe actuellement dans notre univers, avec les étoiles supermassives. Mais les quasi-étoiles dans tout ça? La formation d'une quasi-étoile n'a pu avoir lieu qu'au début du développement de notre univers, avant que l'hydrogène et l'hélium ne se fassent contaminer par des éléments plus lourds. Pour cette raison, les quasi-étoiles présentent une caractéristique importante. Elles sont gigantesques, si énormes qu'il est littéralement impossible de les imaginer. Il est possible qu'elles aient été plus grandes que les plus grandes étoiles modernes connues, comme VY Canis Majoris et Stephenson 218. Pas étonnant qu'elles soient si effrayantes. Elles naissaient de proto-étoiles, qui étaient parmi les premières étoiles de l'univers, les arrière-arrière-grands-pères de... eh bien, tout. Imagine maintenant une proto-étoile si massive que son cœur finisse par s'effondrer en un trou noir, comme nous l'avons décrit précédemment. Mais la différence essentielle, c'est que lors d'une supernova classique, les couches extérieures de l'étoile sont emportées par toute l'énergie libérée. En revanche, avec une quasi-étoile, 16 couches extérieures ont une masse suffisante pour absorber cette énergie et rester en place. Qu'obtient-on au final? Une étoile avec, en son cœur, un trou noir pesant entre 1000 et 10 000 masses solaires. Cette quasi-étoile est environ 14 000 fois plus grande que notre Soleil. C'est la plus grosse étoile que nous connaissions à ce jour. Ce titan céleste ont des propriétés assez folles. Lorsqu'un trou noir se formait au centre d'une proto-étoile, elle se mettait à dégager des tonnes d'énergie. Cette énergie contribuait à équilibrer sa force de gravité, comme avec les étoiles à fusion nucléaire. Elle devenait alors si lumineuse qu'elle ressemblait à une petite galaxie.
Ces étoiles avaient une durée de vie assez courte, de l'ordre de 7 millions d'années. À titre de comparaison, notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années, et il n'en est qu'à la moitié de sa vie. Au cours de cette brève période, le trou noir atteignait une taille située entre 1000 et 10 000 fois celle de notre Soleil. On pense aussi que les quasi-étoiles étaient très chaudes, avec des températures dépassant les 9700 Celsius. Mais en vieillissant, elles commençaient à se refroidir, et leurs couches extérieures devenaient transparentes. Finalement, leur température n'était plus que d'environ 3800 Celsius. À ce moment, c'en était fini de nos quasi-étoiles. Elles ne pouvaient pas survivre à cette température. Elles se dissipaient donc, laissant derrière elles des trous noirs de masse intermédiaire. Bon, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de ces quasi-étoiles. Elles auraient seulement existé il y a très très longtemps. Peut-être s'agissait-il d'étoiles dites de population 3, qui sont extrêmement rares et difficiles à détecter. Et il est très peu probable qu'elles existent encore aujourd'hui en raison de leur durée de vie très brève. 7 millions d'années, c'est court. Alors pourquoi les scientifiques croient-ils à l'existence de ces quasi-étoiles ? Parce qu'ils cherchent à expliquer comment des trous noirs supermassifs ont pu se former si tôt dans l'histoire de l'univers. On les trouve au centre de la plupart des galaxies. Mais comment ces monstres se sont-ils développés si rapidement ? Après tout, il faut énormément de temps pour qu'un petit trou noir se transforme en un trou noir supermassif. C'est de là que vient l'idée des quasi-étoiles. Ces étoiles ne sont pas simplement des titans destructeurs. Elles sont les championnes de la gravité. Elles peuvent plier et déformer n'importe quoi à leur guise. Voilà pourquoi, si elles ont réellement existé, on pense qu'elles ont joué un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Elles auraient tout contribué à façonner l'univers tel que nous le connaissons. Les trous noirs de taille intermédiaire qu'elles ont laissés derrière elles seraient finalement devenus les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Mais nous n'avons pas encore résolu ce mystère cosmique. La détection des étoiles trous noirs s'apparente à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'au lieu d'une aiguille, il s'agit d'un objet invisible et mystérieux, et qu'au lieu d'une botte de foin, il s'agit de la vaste étendue de l'espace. À l'aide d'une technologie assez avancée et de beaucoup de matière grise, nos scientifiques tentent cependant de trouver des réponses. Voici quelques éléments qui peuvent nous aider. Tout d'abord, les ondes gravitationnelles. Ce sont des sortes d'ondulations dans l'étoffe de l'espace-temps causées par le mouvement d'objets massifs. Albert Einstein les a prédites au XXe siècle, mais elles n'ont été détectées qu'en 2015, alors que des scientifiques observaient une collision entre deux trous noirs. Cette découverte nous a appris que les trous noirs peuvent fusionner et qu'ils constituent une source puissante d'ondes gravitationnelles. Les scientifiques pensent qu'en étudiant ces ondes, ils pourront en savoir plus sur la formation et la croissance des trous noirs. Nous pouvons aussi essayer de détecter les quasi-étoiles en observant les effets de leur gravité sur leur voisinage. C'est un peu comme quand on essaye de trouver un criminel en examinant des empreintes digitales. Si par exemple un trou noir se trouve à proximité d'une étoile, nous pourrons observer la lumière de celle-ci se déformer. Bien sûr, nous pouvons utiliser nos technologies, les télescopes à rayons X ou à infrarouge, les radiotélescopes. Cela nous permet d'étudier les trous noirs de différentes manières et à différents stades de leur vie. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour découvrir ce qui se cache derrière ces géants célestes. Nous développons en permanence de nouveaux télescopes à la recherche des trous noirs primordiaux, et nous essayons de comprendre ce qui lie les étoiles trous noirs à la matière noire. Cela nous mène à des découvertes assez incroyables, comme avec les ondes gravitationnelles. Nous espérons ainsi un jour percer le mystère des quasi-étoiles. Lorsque nous aurons découvert la vérité, nous aurons tourné une nouvelle page de notre histoire scientifique. En 2017, des astronomes ont repéré une étoile brillante qui se précipitait hors de la Voie lactée. Elle se déplaçait incroyablement vite, à une vitesse de 3 millions de km/h. C'est presque 4 fois plus rapide que l'orbite du Soleil autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il faut à notre étoile plus de 225 millions d'années pour effectuer un tour complet. Bref, revenons à notre étoile voyageuse. Le principal problème était qu'elle se déplaçait dans la direction inverse de la plupart des étoiles voyageant autour du centre de notre galaxie. Encore plus étrange, elle était composée de matériaux totalement différents de ceux que l'on rencontre d'habitude.
Les astronomes ont réussi à identifier sa composition. L'étoile était faite d'atomes lourds et métalliques, tandis que la plupart des autres étoiles sont composées d'éléments beaucoup plus légers. L'étoile vagabonde a reçu le nom de LP 40-365. Elle se déplaçait si vite qu'elle est littéralement sortie de notre galaxie. Cela a conduit les scientifiques à penser que notre voyageuse spatiale avait été projetée hors de sa position par une sorte de catastrophe cosmique comme une supernova. Une supernova est la plus grande explosion qui puisse se produire dans l'espace, l'explosion d'une étoile. Elle se produit après le début de changements irréversibles dans le noyau de l'étoile. Les supernovas peuvent se produire de deux façons, dans les systèmes d'étoiles binaires ou bien lorsqu'il y a une seule étoile. Les étoiles binaires sont deux étoiles qui orbitent autour du même centre. À un moment donné, l'une des étoiles, une naine blanche très dense, commence à dérober de la matière à sa partenaire. Après un certain temps, cette voleuse accumule trop de matière, ce qui la fait exploser en supernova. Il peut aussi s'agir d'une étoile unique qui arrive à la fin de sa vie et épuise son carburant. De plus en plus de masse s'écoule dans le noyau de l'étoile. À la fin, le noyau devient si lourd qu'il ne résiste plus à sa propre gravité. Après l'effondrement du noyau, une énorme quantité d'énergie est libérée dans une supernova. Mais les astronomes n'arrivent toujours pas à comprendre comment une supernova a pu propulser LP 40-635. Il y a plus de questions que de réponses. S'agissait-il d'une étoile binaire qui a été projetée par l'onde de choc créée par une supernova? Ou était-ce un morceau de l'étoile qui a explosé? Une nouvelle étude, basée sur les données recueillies, a montré que l'étoile, qui est une naine blanche, continue de tourner lentement autour de son axe. Les astronomes sont presque sûrs que cela signifie que LP 40-365 n'est en fait qu'un morceau de débris spatial, et non une étoile à part entière. Ce morceau errant a en quelque sorte réussi à survivre à l'un des événements spatiaux les plus violents qui soient. Mais après avoir tiré une telle conclusion, les scientifiques ont réalisé quelque chose d'étonnant. Les caractéristiques inhabituelles de LP 40-365 auraient pu apparaître après que l'étoile ait été témoin d'une supernova. Même si cet événement s'est produit à la vitesse de l'éclair, la composition entière de l'étoile a été modifiée. La plupart des étoiles se composent principalement d'hélium et d'hydrogène, mais LP 40-365 est différente. Elle contient des éléments lourds comme le magnésium, l'oxygène et le néon. C'est sans doute la supernova qui a ajouté ces atomes à la composition de l'étoile. Au fait, les astronomes considèrent tous les éléments plus lourds que l'hélium comme des métaux. Cela signifie qu'après avoir été témoin de la supernova, LP 40-365 est devenue, pour ainsi dire, métallique. Pour l'instant, l'étoile n'a pas ses propres planètes, mais le Satellite Transiting Exoplanet Survey de la NASA, qui est à l'affût des planètes lointaines qui passent devant leur étoile haute et la rendent moins brillante, a remarqué une chose curieuse. LP 40-365 s'illumine puis s'assombrit à nouveau tous les 8,9 heures. Cela pourrait signifier que l'étoile pulse, même si les pulsations stellaires sont généralement beaucoup moins régulières. Une explication plus plausible est que la surface de l'étoile est irrégulière, et comme elle tourne, les taches solaires apparaissent et disparaissent de notre vue. Et c'est une excellente nouvelle, car une fois que les astronomes auront déterminé la vitesse de rotation de l'étoile, ils pourront comprendre ce qui lui est arrivé il y a environ 5 millions d'années, au moment de la supernova. L'exoplanète bleu vif HD 189733b semble paisible et étrangement familière. Ne ressemble-t-elle pas à la Terre? Mais cette apparence cache une nature terrifiante. Là-bas, les vents soufflent à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde brûlant, il pleut du verre de façon latérale. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. La théorie la plus plausible est que ce signal a été produit par un disque de poussière entourant l'étoile, mais il n'y a pas assez de preuves pour confirmer cette hypothèse. Mercure est la planète la plus rapide du système solaire. Elle tourne autour du Soleil à une vitesse vertigineuse de plus de 160 000 km/h, soit environ 60 000 km/h de plus que notre planète. C'est l'une des raisons pour lesquelles une année de Mercure équivaut à 88 jours sur Terre. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus proche du Soleil. C'est pourquoi, si tu te tenais à sa surface lorsqu'elle se trouve au plus proche de notre étoile, le Soleil semblerait plus de 3 fois plus grand que sur Terre.
Le pulsar de la Veuve Noire est une étoile à neutrons en rotation qui dévore sa partenaire, une étoile naine brune légère. Plus le pulsar consomme de matière, plus il tourne lentement. L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus force l'étoile partenaire à s'étioler. Il y a une sorte de pouponnière stellaire dans la constellation du Centaure, mais elle est tout sauf paisible et sûre. Elle est composée d'hydrogène et d'étoiles naissantes et se trouve dans une nébuleuse à environ 6500 années-lumière de la Terre. Une nébuleuse est un nuage géant de gaz et de poussière flottant dans l'espace. L'énergie intense que les bébés étoiles émettent fait briller les nuages d'hydrogène d'un rouge inquiétant. Cette énergie est si puissante qu'elle ronge ces nuages sombres de poussière. Les astronomes peuvent les voir disparaître comme des morceaux de beurre sur une poêle chaude. L'exoplanète lointaine Gliese 436b, qui fait à peu près la taille de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace brûlante. Oui, la glace est en train de brûler. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie que l'exoplanète voyage très près de son étoile mère. Cela pourrait être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 427 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau connus sous le nom de glace X. Et cette glace reste solide malgré des températures aussi incroyablement élevées. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est 318 fois plus massive que la Terre. Elle est aussi 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Mais voici un paradoxe. Si cette géante gazeuse devenait encore plus massive, elle deviendrait en fait plus petite. La masse supplémentaire rendrait la planète plus dense, et cela ferait en sorte qu'elle commencerait à se replier sur elle-même. Les astronomes affirment que Jupiter pourrait finir par être 4 fois plus massive qu'elle ne l'est actuellement. Mais en même temps, sa taille ne changerait pas. La galaxie DGSAT I est aussi grande que la Voie lactée, mais elle est presque invisible car ses étoiles sont réparties de façon incroyablement clairsemée. Mais ce qui rend cette galaxie si unique, c'est qu'elle est toute seule, contrairement aux autres galaxies de ce type qui se trouvent généralement regroupées en amas. Cela peut signifier que DGSAT I s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Si cela est vérifié, la galaxie est un véritable fossile vivant. Hyperion, la lune de Neptune, est l'une des lunes à l'apparence la plus étrange du système solaire, mais ce n'est même pas sa caractéristique la plus notable. Sa roche, ressemblant à de la pierre ponce, est marquée d'innombrables cratères. Et elle est aussi chargée d'électricité statique qui s'écoule dans l'espace. À environ 4000 années-lumière de la Terre, se trouve une planète qui semble être un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent, et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin. Cela signifie qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Cérès est le corps spatial le plus massif de la ceinture d'astéroïdes située entre Jupiter et Mars. Il totalise presque un tiers de la masse totale de toute la ceinture. Mais en même temps, Cérès est la plus petite des planètes naines qui existent. C'est aussi la seule planète naine de la ceinture d'astéroïdes et également la seule qui se trouve dans le système solaire interne. Les astronomes qualifient parfois Jupiter d'étoile ratée. La géante gazeuse contient en effet beaucoup d'hélium et d'hydrogène, mais sa masse n'est pas suffisante pour lancer une réaction de fusion dans son noyau. Or, c'est exactement comme cela que les étoiles produisent de l'énergie. Elles fusionnent les atomes d'hydrogène sous une pression et une chaleur extrêmes et créent de l'hélium. Au cours de ce processus, elles libèrent aussi de la lumière et de la chaleur. Jupiter ne pourrait déclencher une réaction nucléaire et devenir une étoile que si sa masse était 70 fois supérieure à sa masse actuelle. L'espace est totalement et tristement silencieux. C'est parce que dans le vide de l'espace, il n'y a pas d'atmosphère. Or, les ondes sonores ont besoin d'un support pour voyager. C'est pourquoi les mondes avec une atmosphère, comme la Terre, sont pleins de bruit. Contrairement à leurs cousins supermassifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros que des atomes. Mais même comme ça, un seul d'entre eux pourrait avoir la masse d'1 millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de micro-trous noirs pourraient avoir été créés juste après le Big Bang. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que quelques mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Chaque heure, le Soleil envoie plus d'énergie à la Terre que notre planète n'en utilise en un an. Mais même si les gens utilisent aujourd'hui beaucoup plus d'énergie solaire qu'il y a 10 ans, cela ne représente toujours que 0,7% de la consommation annuelle d'électricité dans le monde. Il pourrait y avoir des lunes en orbite autour d'autres lunes, mais les astronomes ne se sont pas encore mis d'accord sur cette théorie.
Les planètes orbitent autour des étoiles, les lunes orbitent autour des planètes. Mais pourquoi ne peut-il y avoir des lunes de lunes, aussi appelées sous-satellites ou sous-lunes? Des chercheurs affirment que les lunes de lune pourraient exister, mais la lune haute doit être suffisamment massive et la lune de lune suffisamment petite. Il doit aussi y avoir une grande distance entre ces lunes et la planète haute. Jupiter est la planète la plus massive du système solaire. Cela signifie que sa gravité est aussi la plus élevée. Elle est 2,5 fois plus importante que celle que nous avons sur notre planète. Un jour, la gravité de la géante gazeuse a même détruit une grande comète appelée Shoemaker-Levy 9. Puis, la planète a goulûment avalé les débris de l'ancienne comète. Si tu te tenais sur l'équateur de Mars, la température à tes pieds serait comme celle d'une chaude journée de printemps, mais ta tête serait littéralement gelée. Perdues dans l'espace et dérivant à travers les galaxies, les planètes vagabondes ont un jour été projetées loin de leurs étoiles mères. Mais l'une d'entre elles, qui flotte à 200 années-lumière de la Terre, est différente des autres. C'est un objet de la taille d'une planète, avec un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Ce champ est si puissant qu'il génère des aurores clignotantes incessantes dans l'espace de celle-ci. Europe est l'une des plus grandes lunes de Jupiter, même si elle est plus petite que la lune de la Terre. Mais ce qui est étonnant avec ce satellite de la géante gazeuse, c'est qu'il est recouvert de glace. Et une partie de cette glace est lisse, ce qui signifie que tu pourrais y patiner. Et un triple axel d'1 mètre que tu peux effectuer sur notre planète te propulserait à 7 mètres dans les airs. En même temps, la vitesse d'atterrissage sur Europe serait la même que sur la Terre. Haumea, une planète naine en orbite dans la ceinture de Kuiper, a une forme allongée plutôt bizarre, ainsi que 2 lunes. La journée sur cette planète dure 4 heures, ce qui en fait le corps céleste de grande taille qui tourne le plus vite dans le système solaire. Mais la chose la plus mystérieuse à propos d'Haumea est que la planète est entourée d'un mince anneau de 64 km de large. Les astronomes n'ont pas réussi à comprendre comment ou pourquoi il est apparu autour de la planète naine. 11 terres pourraient tenir sur l'équateur de Jupiter, et si notre planète avait la taille d'un raisin, la géante gazeuse serait aussi grande qu'un ballon de basket. 9 vaisseaux spatiaux ont déjà visité Jupiter. 7 d'entre eux ont simplement survolé la planète et 2 se sont mis en orbite autour de l'énorme planète. Le plus récent d'entre eux, Juno, est arrivé au-dessus de Jupiter en 2016. Les cratères du pôle sud de la Lune sont probablement la zone la plus glaciale de tout le système solaire. Le sol des cratères est toujours dans l'ombre. C'est pourquoi la température n'y dépasse jamais moins 238 degrés Celsius, même pendant la journée. Si tu décidais de prendre un avion pour te rendre sur Pluton, ton voyage durerait environ 800 ans. Tu trouveras la plus haute montagne du système solaire sur un astéroïde appelé Vesta. Son sommet s'élève à 22,5 km de la base de la montagne. Cela rend Rhea Silvia, c'est ainsi que s'appelle la montagne, presque 3 fois plus haute que l'Everest. Les anneaux de Saturne n'ont pas été découverts en une seule fois, cela s'est fait progressivement. C'est pourquoi ils ont été nommés par ordre alphabétique dans l'ordre où les scientifiques les ont trouvés. Ils se nomment donc D, C, B, A, F, G et E. Une journée sur Vénus dure environ 243 jours terrestres, mais la mauvaise nouvelle est que tu devras attendre le week-end pendant 3 ans. Tout cela parce qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Un phénomène solaire appelé événement terminateur a eu lieu à l'équateur du Soleil. Des collisions désastreuses de champs magnétiques semblent provoquer de gigantesques tsunamis jumeaux de plasma. Ces tsunamis déchirent la surface de l'étoile, se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde. Ils peuvent durer des semaines d'affilée et se produisent presque toutes les décennies. Les vents sur Neptune sont les plus rapides de notre système solaire. La plupart d'entre eux peuvent atteindre une vitesse de 2600 km/h. Presque n'importe laquelle de ces énormes tempêtes pourrait facilement avaler notre planète entière. La 18e étoile la plus brillante du ciel nocturne, Fomalhaut O, offre un spectacle terrifiant. Elle est surnommée l'œil de Sauron, car un anneau de poussière et de débris qui l'entoure lui donne l'apparence d'un œil géant qui sonde les profondeurs de ton âme. L'étoile intimidante a plus de 2 fois la masse de notre Soleil et se trouve à 25 années-lumière de la Terre, ce qui n'est pas si loin si l'on considère les distances dans l'espace. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de la planète vont détruire Phobos. Cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de Mars. Chaque année, un astéroïde de la taille d'une voiture entre dans l'atmosphère de notre planète. Un tel intrus pourrait rayer une petite ville de la surface de la Terre. La poussière et la fumée s'élèveraient dans l'atmosphère, empêchant la lumière du Soleil d'atteindre la surface de la planète.
Cela ferait chuter les températures dans le monde entier et le climat changerait radicalement. Heureusement, de tels astéroïdes brûlent dans l'atmosphère avant même de s'approcher de la surface. Le signal radio produit par un vaisseau spatial lorsqu'il entre en contact avec la Terre est moins puissant qu'une ampoule électrique dans ton réfrigérateur. Lorsque ce signal atteint notre planète, sa puissance n'est plus que d'un milliardième de watt. Pas étonnant que les antennes qui recueillent ces signaux super faibles soient énormes. Le Deep Space Network, qui détecte les signaux des vaisseaux spatiaux, a des antennes paraboliques qui mesurent jusqu'à 70 mètres de large, soit plus que la largeur d'un terrain de foot. En 1999, la NASA a perdu un orbiteur de Mars parce qu'une équipe d'ingénieurs utilisait le système métrique, tandis qu'une autre faisait des calculs à l'aide du système impérial. Les nébuleuses sont de gigantesques nuages de gaz et de poussière. Avec le temps, la gravité commence à tirer ces amas de poussière et de gaz ensemble. Ils deviennent de plus en plus grands et leur gravité augmente. Un jour, la masse d'une nébuleuse devient si importante qu'elle s'effondre sous sa propre gravité et forme une nouvelle étoile. À environ 4000 années-lumière, dans la constellation du Scorpion, se trouve la nébuleuse du Papillon. Son envergure est supérieure à 3 années-lumière, et la structure à l'intérieur de la nébuleuse est l'une des plus compliquées jamais observées. L'étoile centrale de la nébuleuse, une naine blanche, est chauffée à une température folle de 250 000 degrés Celsius. Cela signifie qu'elle a été formée à partir d'une autre étoile énorme, probablement plus de 5 fois la taille de notre Soleil. La naine blanche est entourée d'un épais disque de poussière et de gaz à l'équateur. C'est probablement ce qui fait que toute la structure ressemble à un sablier ou à un papillon. Si tu décidais de regrouper tous les astéroïdes connus du système solaire, leur masse totale ne dépasserait même pas 10% de la masse de notre Lune. Un nuage de vapeur d'eau flotte dans l'espace. Il entoure un trou noir supermassif à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Le nuage contient 140 000 milliards de fois le volume total d'eau sur notre planète. Les astronomes pensent que ce nuage d'eau est apparu seulement 1,6 milliard d'années plus tard que l'univers lui-même. Les objets les plus denses de l'espace sont les étoiles à neutrons. Elles ont la taille d'une petite ville et pourtant leur masse est environ 1,4 fois celle de notre Soleil. Une seule cuillère à café de matériaux d'étoiles à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Et la gravité d'une étoile à neutrons est 2 milliards de fois plus forte que la gravité de notre planète. En 1993, la sonde Galileo est passée devant un astéroïde miniature. Il ne faisait pas plus de 32 km de diamètre. Et pourtant, cette petite chose avait une lune de 1,5 km de large. Depuis, les astronomes ont découvert des tonnes de lunes en orbite autour de planètes mineures dans le système solaire. Nous vivons techniquement à l'intérieur du Soleil. L'atmosphère de l'étoile s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et notre planète se trouve à sa portée. C'est ainsi que les rafales du vent solaire créent des phénomènes aussi époustouflants que les aurores boréales et australes.